Salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de mon parcours scolaire. Qu'est-ce qui m'a amené à me tenter dans le monde de l'entrepreneuriat, à tenter ma chance dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais tout vous dire. Je vais également vous parler de mon parcours dans le monde du salariat. Et pour finir, en fin de vidéo, je vais vous donner 10 qualités qui, selon moi, pourraient également faire de toi un bon entrepreneur. Donc, comme vous l'avez compris, tout au long de cette année, en tout cas 2023, ma chaîne va prendre une nouvelle tournure. Donc, je vais parler principalement de tout ce qui est entrepreneurial. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis simplement en train de tenter ma chance. Je suis à l'aube de la création en fait de mon entreprise et donc je vais en fait partager cette aventure, cette nouvelle aventure avec vous et je vais partager en fait toutes mes astuces, tous mes plans, tout ce que je vais apprendre en fait pendant mon cheminement sur cette chaîne. Donc si cela t'intéresse et que toi également tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager également avec des personnes autour de toi qui s'intéresseraient à l'entrepreneuriat. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler de mon parcours scolaire, le parcours scolaire qui était assez mouvementé, on va dire ça comme ça. Donc, c'était un parcours scolaire assez mouvementé. Donc, tout a commencé, bon, on va passer un peu, voilà, je vais faire un petit récapitulatif vite fait. Du début de ma scolarité. Donc, j'ai commencé voilà, ma scolarité assez tard quand même. Je pense que j'ai commencé à 7-8 ans, l'école. Et ça a été dans mon pays natal, le Cameroun. Et ensuite, quand j'ai immigré ici, enfin, j'ai immigré en Belgique, je suis retournée en 5e secondaire. En plus, j'ai fait ma 6e secondaire, etc. Donc, j'étais arrivée en plein milieu de l'année. Un truc, c'est, en fait, au Cameroun, je vais faire une petite parenthèse. Au Cameroun, en fait, on fouette les élèves qui sont des cancres à l'école. Et donc, quand tu ne réussis pas tes interrogations, etc., en fait, le professeur a le droit de te taper. Au Cameroun, j'avais vraiment très peur de l'école. Ici, une fois que je suis arrivée, le système était complètement différent. En fait, ce qui était très étrange, c'est que on pouvait tutoyer nos professeurs en classe, parce que enfin, en primaire en tout cas, dans l'école où j'étais, on pouvait tutoyer nos professeurs, on les appelait par leur prénom, et c'était un truc, et on pouvait poser des questions en classe, on pouvait remettre en question le prof. Enfin voilà, c'était un système complètement différent. Au Cameroun, voilà, je n'osais pas poser des questions, voilà, c'était autre chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée d'élève vraiment cancre au Cameroun à une très bonne élève ici en Europe. Et en plus, en Belgique, le système scolaire, enfin, il est différent de la France. Le système scolaire camerounais, il ressemble plus au système scolaire français. Et donc, quand je suis arrivée en Belgique, c'était un tout autre système scolaire. Et je le trouvais plus simple, ou en tout cas plus adapté à ma manière d'apprendre. Donc, c'était des ambiances scolaires assez cool, assez relax et tout. Et donc, je suis passée vraiment de la cancre au bled à une excellente élève. Et je me rappelle, j'ai réussi ma 5e primaire. Bon, c'est la dernière année de primaire ici en France. Normalement, parce qu'en France, il y a 5 années primaires. Et j'ai réussi ma 6e année. Donc, ma 6e année également, très bien. Donc, je me rappelle, à la fin de l'année, le maire s'était déplacé pour venir me féliciter. Mon frère et moi, c'était le maire d'Etterbeek à l'époque. On habitait Etterbeek, dans un quartier de Bruxelles, et qui s'était déplacé pour venir nous féliciter, mon frère et moi, parce qu'on avait eu un excellent parcours scolaire. Et ils étaient étonnés, voilà, deux petits Africains qui débarquaient dans cette école-là et qui excellaient apparemment. Et voilà quoi. Et en secondaire, c'était... Les 3-4 premières années, c'était bien. J'étais une élève de bonne à moyenne, moyenne à bonne, ça dépendait des années. Puis est entrée la période entre guillemets lycée ici en France, donc à partir de la 4e, 5e secondaire, donc tu commences à connaître les garçons. J'avais je crois 14-15 ans, donc tu commences à connaître les garçons, tes hormones commencent à... donc la scolarité... Voilà, ça a commencé à être la catastrophe au niveau de ma scolarité. Donc, ça a été compliqué pour moi de terminer. Mais voilà, j'ai quand même eu
bac ici en France, mais en Belgique ça s'appelle le CSS. Donc je l'ai eu à 18 ans, donc et la même année où j'ai appris que j'étais enceinte. Heureusement c'était en fin d'année, donc j'ai pu terminer mon année et avoir mon CSS. Donc je souhaitais rester à la maison avec mon enfant le temps qu'il puisse aller à la maternelle, donc jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans. Après ces 3 ans-là d'année sabbatique, on va dire ça comme ça, de maman au foyer, en fait, de vie de maman au foyer, j'ai décidé de reprendre mes études. La première année, c'était une année de sage-femme. Donc, suite à mon accouchement, j'ai été amenée à côtoyer beaucoup de sages-femmes. Donc, j'avais bien aimé le métier. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas s'essayer à ce métier-là. Donc cette première année a été un échec, manque de motivation, voilà, beaucoup d'absentéisme et bon, résultat, j'ai raté l'année. Et ensuite, la deuxième année, j'ai décidé de faire des études d'infirmière. Je me suis dit, allez, bon, pourquoi pas essayer infirmière et tout. Et après, je pouvais me spécialiser en tant qu'infirmière pédiatrique. Parce que je me suis dit, bah, tiens, peut-être les bébés, c'est pas mon truc, peut-être les enfants. Donc après, ça aussi, ça t'est soldé la même chose, hein, le même parcours, chaotique, j'y vais, j'y ne vais pas, et tout ça. Et c'était aussi des années où j'ai eu pas mal de petits soucis personnels. Donc au niveau de la scolarité, c'était compliqué. J'ai pas su gérer. Ensuite, la troisième année où j'ai repris mes études, là, je me suis dit, bah tiens, j'aime bien les langues et je vais essayer de faire... j'ai fait une école d'interprète. Donc, j'ai fait la première année. C'était un échec cuisant. C'était, voilà, le capharnaüm dans ma vie. Donc, sur les conseils d'une amie, je décide d'aller... de prendre une année sabbatique, de voyager. Tu vois, elle me dit, oui, écoute... moi, quand ça n'allait pas dans ma vie et que je sentais que voilà, c'était un peu chaud, au lieu de rester, de forcer, parce que voilà, tout ce que tu entreprends, c'est des échecs, va prendre une année sabbatique, prendre du recul sur ta vie et peut-être en revenant, ça ira mieux. Donc, j'ai suivi ces conseils-là. Du coup, j'ai pris une année sabbatique durant laquelle j'ai voyagé. J'ai été principalement en Australie, puis j'étais en Thaïlande, à Bali. Ouais, je pense que c'est tout. Et quand je suis revenue, après cette année sabbatique-là, j'étais gonflée à bloc. J'avais eu le temps de réfléchir au sens de ma vie. J'avais également la pression de mon enfant qui grandissait et que je me disais quel monde je vais lui offrir. Il faut dire que après mon bac, donc ça faisait à peu près, après le CSS, ça faisait 6 ans puisque j'étais restée à peu près avec ma grossesse et tout. J'étais restée 3 ans à la maison pour m'occuper de mon enfant et j'étais restée encore, j'avais fait 3 ans d'échecs scolaires d'affilée. Donc ça faisait à peu près 6 ans que je glandais. Et ensuite, plus mon année sabbatique, donc ça faisait 7 ans en fait que j'avais eu mon bac et que je n'avais rien de tangible. Donc quand je suis revenue, j'étais gonflée à bloc, j'avais fait le point sur ma vie et je m'étais donné une nouvelle direction. Et cette direction-là, j'étais déterminée à l'atteindre. Donc, je me suis dit, ce que j'allais faire, c'était faire une formation en 1 an qui me permettrait dans un secteur où il y a de la pénurie. Et ensuite, je pourrais travailler assez facilement et signer un contrat. Après réflexion, je décide que les études qui me conviendraient le mieux, ce sont les études d'aide-soignante. Je me dis, aide-soignante, c'est un secteur où il y a de la pénurie dedans, où je pourrais facilement m'en sortir, sachant que j'avais fait une première année en tant qu'infirmière. Donc, même si cette année-là, je n'avais pas été au bout, je me suis dit, je peux quand même, j'aurais quand même facile certainement dans ce secteur-là. Donc du coup, je reprends mes études, je m'inscris à l'école un peu en retard parce que voilà, j'étais pas arrivée en septembre, je crois que j'étais arrivée mi-octobre, un truc comme ça. Et donc, mais j'étais motivée à bloc, l'année se passe très bien, ma première année se passe super bien et je réussis avec la distinction. Ma famille s'est mise à me dire non, tu peux pas t'arrêter en si bon chemin, tu pourrais être infirmière, ça serait mieux pour toi parce qu'il y a plus de demandes dans ce secteur-là. En plus, comme tu as envie de voyager, ce métier-là, il est exportable un peu partout. Tu pourras voyager, en même temps être infirmière, tu pourras aller au bout du monde. Je me suis dit, bon, allez, les arguments, ils étaient là, ils étaient bons. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Il faut dire que à la fin de ma première année, comme je voyais que voilà, mon année, j'allais la réussir les droits dans le nez, j'avais déjà postulé en fait pour des jobs, enfin pas pour des jobs, pour vraiment des postes d'aide-soignante. Et j'avais été prise en fait à mi-temps, dans mi-temps de remplacement pendant 6 mois.
dans une maison de retraite et c'est une maison de retraite pas très loin de chez ma maman. Donc je m'étais dit je vais habiter chez ma maman, aider pour l'une ou l'autre facture et ensuite économiser un maximum d'argent et pour pouvoir mettre mes projets en marche. Donc pour moi c'était ça. Mais comme la famille a réussi à me convaincre de continuer mon année, donc après 2 mois de travail là-bas, parce que j'avais quand même une période de, je crois, 2 ou 3 mois d'essai. Et après ces 2-3 mois d'essai, c'est 2 mois et demi, je sais plus. Bon. Après, j'ai décidé simplement de repartir dans mes études. Donc, j'ai repris ma 2e année, j'ai démissionné de ce travail-là et j'ai décidé de reprendre ma 2e année d'étudiante infirmière. Donc cette 2e année-là, il y a eu des petits couacs, mais au final, elle s'est aussi très bien passée. Et puis, j'arrive en 3e. 3e, en fait, il faut dire que en 2e, on m'avait reproché principalement de ne pas faire l'effort de m'intégrer dans les équipes. Donc, c'était souvent ma note de stage et d'équipe qui n'était pas très bonne. Donc, alors qu'au niveau de la théorie, tout allait bien en général. Donc, pendant cette année-là, donc j'ai décidé de m'améliorer en tout ce qui est pratique et en tout ce qui est relation avec les collègues. Donc c'était les principaux reproches qu'on m'avait fait en 2e. Donc j'ai décidé de lire un livre qui s'appelait Comment se faire des amis. Et donc je mettrai le livre là quelque part pour pouvoir vous... En fait c'est un livre, en fait je l'ai pas lu. J'ai écouté en audio, j'ai d'abord écouté un résumé. Sur YouTube et quand le résumé m'a plu, donc j'ai décidé d'écouter en fait tout l'audio, je crois que c'est à peu près 3 heures et je l'avais écouté sur YouTube et je notais en fait les parties qui m'intéressaient. Donc dans ce livre là il s'agit un peu de comment entre guillemets amener l'autre à t'apprécier, etc., etc. Parce que moi honnêtement comme me disait une de mes amies, je suis une handicapée sociale clairement. C'est difficile pour moi de trouver quelqu'un avec qui le courant passe réellement facilement. Si je veux que le courant passe avec les gens, en général, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Et souvent, je ne suis pas prête à faire ces efforts-là. Donc, c'est ça mon problème. Donc, comme il s'agissait de mon année et de ma carrière, de ma vie, en fait, j'ai décidé de faire des efforts, qu'à chaque fois que j'allais en stage, je faisais tout pour me faire apprécier là-bas. Donc ça a commencé, voilà, je repérais un peu les personnes, les têtes de groupe et je me faisais un peu apprécier de ces personnes-là. Voilà, ça passait par la carpétisation. Tu as plein de techniques dans ce livre-là. Par exemple, voilà, tu fais le compliment. Intéresse-toi réellement à l'autre en fait. Donc repère ce que la personne a l'air d'aimer. Donne-lui un peu, c'est un petit truc comme un peu comme les langages de l'amour. Bon, ça c'est pas vraiment langage de l'amour, mais j'ai fait un peu la comparaison avec les deux trucs. Et dans le livre Comment se faire des amis, tu as aussi un côté un peu manipulation, tu vois, il y a un petit côté un peu comment tu peux charmer, on va dire ça comme ça, charmer l'autre pour qu'il t'apprécie. Donc il y a pas mal de techniques et honnêtement ça marchait parce que d'habitude, mes notes de stage, elles étaient bonnes, mais c'était pas de la folie. Et là, ma note de stage, elle a augmenté. Et la deuxième chose, c'est que je me suis entourée, j'ai fait un groupe d'études. Parce que j'étais un peu l'une des seules, j'habitais à 10 minutes à pied de l'école et j'avais un grand appartement en fait à l'époque et donc j'invitais beaucoup les étudiants à venir chez moi pour qu'on essaie les pratiques les uns sur les autres. Donc la mise de cathéter, la mise en place d'une sonde vésicale. Bon, on se mettait pas à la sonde vésicale, mais au moins on essayait les unes les autres sur les techniques et chacun essayait de s'améliorer, de montrer ah moi je fais comme ça, ah moi je fais comme ça. Franchement, si vous êtes étudiante infirmière, faites ça. Créez-vous un groupe de personnes avec lesquelles vous pouvez faire des pratiques. Cette année-là, bien sûr, au niveau de pratique, je me suis améliorée. Au niveau de mon entente et de mon intégration dans les groupes, c'était vraiment bien. J'ai même eu 2 chefs d'équipe qui m'ont dit, franchement, à la fin de tes études, si tu postules, moi, je te prends ici dans mon équipe. Donc, j'ai vraiment redoublé d'efforts pour pouvoir réussir cette année-là et ça n'a pas été facile. Je me suis carpétisée, je répondais en fait, voilà, s'il y a une sonnette, c'est moi qui allais répondre. J'étais motivée. Quand j'arrive en stage, je faisais déjà tout pour être remarquée comme un bon élément.
Donc, je ne rechignais pas face au travail. Je m'en foutais de travailler 2-3 fois plus que les autres. Vraiment, j'avais mes objectifs, j'avais ma détermination et je m'étais dit, il est hors de question que je rate en fait. J'ai perdu trop de temps, j'ai eu trop d'échecs. En fait, j'étais dans cette matrix-là où je me disais, il est hors de question que je rate. Donc, et pour ça, j'étais prête à faire les efforts. Et en plus, il y avait cette réforme-là qui était sur ma tête là, la réforme qui disait que si tu rates ta troisième, en fait, les années d'études d'infirmière passaient de 3 ans à 4 ans. Donc, si je ratais cette année-là, l'année d'après, j'allais refaire ma troisième puis une 4e année. Donc, quand je faisais le calcul, je me disais, si je rate ma 3e année, ça veut dire que je la refais. Et ensuite que je refasse ma 4e année et que je la réussis, admettons. Donc, ce qui va faire que j'aurais perdu 4 ans. 4 ans pour moi, je comptais en années d'économie que j'aurais pu faire. Je me suis dit, sachant que dès la première année, j'étais déjà engagée, donc j'aurais pu travailler. Donc, 3 mois avant la fin de mes études, mon professeur principal me dit franchement, voilà, toi tu es vraiment bonne, t'excelles, machin, machin. Je disais oui. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que j'allais aller dans un stage. Ce stage-là, c'était un des stages les plus redoutés de tous les élèves, surtout les élèves noirs. On disait que dans ce stage-là, c'était un stage de chirurgie. Et il disait que ce stage-là, la majorité des élèves noirs qui y vont ratent. Et j'avais d'autres amis qui avaient été là-bas qui disaient, en fait, cette équipe, elle est très raciste. Si tu y vas, tu es sûr que ton année, elle est morte. Donc, j'avais cette crainte-là et que j'ai fait part à ma prof en disant, ah, tu sais, vous savez, on me dit que voilà, je vais faire ce stage à cet endroit-là. On me dit que si, on me dit que ça. La prof qui me dit, écoute, si tu rates, vu tes notes, c'est que tout le monde peut rater dans cette classe. Cette phrase-là m'a rassurée. Donc, après c'était des vacances. Puis après les vacances-là, je repars en stage dans ce lieu de stage. Ça m'a pas raté. Donc, le premier ou deuxième, troisième jour, je me frite un peu avec une infirmière parce que, en fait, depuis que j'étais arrivée, elle me parlait mal. Elle me parlait vraiment comme de la merde. Et sachez que pendant toutes les années là, pendant toutes mes 3 années, en fait, j'étais, comment dire, je m'étais tellement carpétisée que je commençais à être un peu... Voilà, ça commençait à être un trop-plein parce que voilà, il faut savoir que je traversissais ma personnalité pour essayer de rentrer dans un moule parce que je me disais, si je fais ça, mon objectif va être atteint. Donc, à chaque fois que j'entrais en stage, j'allais donner de l'énergie pour qu'on m'accepte, pour qu'on m'aime, pour que machin. Et donc, je n'étais pas réellement moi-même. Donc, et à plusieurs reprises, ceux qui ont fait des études paramédicales vont attester, peu importe le domaine. Je trouve que en général, ce milieu-là en tout cas, les infirmières ou le personnel peut être très dur. Ils peuvent être très fermés, ils peuvent être... je veux dire, parfois, tu arrives en stage, on s'attend à ce que tu connaisses tout, alors que tu es là pour apprendre. On te prend comme un employé lambda, alors que ce n'est pas le cas. Surtout quand tu dis que tu es en 3e année, ils ont l'impression que tu connais tout. Ils te disent, ouais, tu sors demain, tu es censé tout connaître. Alors qu'ils savent que la majorité de ces études-là, tous, ils sont passés par là. Tous, je veux dire elles, parce que la majorité de ces personnes-là, ce sont des femmes. Elles sont toutes passées par là, elles connaissent la difficulté, elles savent que la majorité de ce que tu vas apprendre, tu vas l'apprendre dans le tas, que l'école c'est vraiment une base, mais ce n'est pas du tout vraiment conforme à la réalité du terrain. Elles le savent toutes, mais à chaque fois, elles te traitent quand enfin voilà, je trouve que les femmes dans ce milieu-là, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'elles sont débordées de travail, elles n'ont pas le temps d'apprendre et dire ça, elles n'ont pas de capacité de pédagogie, donc elles ne savent pas comment apprendre à apprendre aux gens. Donc ce qui se passe, c'est que, ou alors il y a aussi beaucoup qui viennent de sortir, ça fait 1 an, 2 ans, elle n'a pas très confiance en elle. Et ce qui se passe, c'est que elle a peur que tu te rendes compte de sa médiocrité. Donc ce qui va se passer, c'est que elle va mettre une barrière entre toi et elle, la barrière de l'agressivité, parce que elle n'a pas envie que tu arrives à lire en elle que, en fait, tu sais, moi aussi, j'ai pas confiance en moi. Bref. Donc cette infirmière-là qui me parle mal, ça me dérange. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez me parler autrement? Parce que voilà, vous pouvez me le dire, mais sur un autre ton. J'aurais pas dû le dire.
L'infirmière, elle m'a pris pour cible pendant les 1 mois de stage où je suis restée là-bas. L'infirmière, elle était mauvaise. Je priais à chaque fois qu'elle ne soit pas là. Le problème, c'est que c'était une infirmière qui était très influente dans le groupe des infirmières. C'était toujours là. Il y a toujours une grande gueule. Il y a toujours, tu vois, souvent la personne la plus mauvaise, celle qui est toujours en train de dire du négatif, machin truc et tout. Les gens les suivent et tout. Les gens sont toujours en train d'être derrière eux. Eh ben, ce genre d'infirmière-là, c'est elle qui m'a pris en grippe. Et donc... mon stage a été très difficile lors de la première évaluation. Et en fait, il faut dire aussi une parenthèse, c'est que en Afrique, on n'a pas cette culture-là. Même si on dit que ouais, les Noirs aiment trop se victimiser, on n'a pas cette culture de, comment dire, d'aller trop se plaindre des autres chez quelqu'un d'autre. Je sais pas comment dire. En général, on va parler directement des trucs. En tout cas, moi, dans ma famille et dans le Cameroun en général, ce qui se passait, c'est que quand tu as un problème avec un ami, tu vas lui parler, machin, machin. Les histoires d'aller parler derrière, nous, on se bat en fait. Tu viens ici, on règle nos comptes corps à corps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, et moi, j'ai pas cette culture-là d'aller tout le temps aller voir quelqu'un d'autre pour aller dénoncer, dans la dénonciation. Donc, quand ma prof, donc j'ai commencé à subir en fait ce truc-là. Et quand ma prof de stage est arrivée, et les infirmières sont allées lui parler de moi en me disant que j'étais un très mauvais élément, fianton, fianton, fianton. Et le jour où elle m'a évaluée, elle me demande comment se passe ton stage. À ce moment-là, je craque. Je craque parce que l'évaluation s'est très mal passée. Parce que, en fait, c'est les infirmières qui doivent te dire, quand l'épreuve vient t'évaluer, elle t'évalue sur 1 ou 2 patients. Mais ce sont les infirmières qui choisissent sur quel patient tu vas travailler. Et ces infirmières-là, elles m'ont donné un patient qu'elles savaient qu'il était raciste. Donc, il y a des patients, beaucoup de vieux, on le sait très bien, ils sont racistes, ils sont d'une vieille époque, ils n'ont pas envie qu'un noir les prenne en charge, parce que voilà, ils t'assimilent encore à, voilà, pour eux, un noir, c'est un macaque qui est censé aller chercher des bananes dans la savane. Qu'est-ce que tu viens ici? Tu n'as aucune compétence pour venir prendre soin de mon corps, tu vois. Et clairement, c'était ça. Beaucoup de gens, quand tu es noir, tu arrives, bon, déjà au niveau de tes propres collègues, tu pars de moins 10, moins 20. Et donc, beaucoup de patients ont une image assez négative des Noirs, à moins qu'ils aient eu un beau frère ou un beau machin. T'en as certains qui viennent, oh j'aime bien les Noirs, ma petite fille elle est métisse. Bon voilà, t'en as certaines qui te font ça, mais la majorité des cas, ils veulent pas en fait, parce que pour eux, ils voient un macaque, et un macaque, il sait pas faire, il est pas capable de prendre soin de moi, il va me massacrer parce que ces gens-là ils sont cons, ces gens-là ils sont bêtes, ces gens-là, bon voilà. Vous connaissez tous les clichés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un patient qui était raciste dans le service, qui clairement ne voulait pas se faire prendre en soin par des Noirs. Elle le savait parce que c'était un patient qui avait des pathologies chroniques, donc qui revenait souvent à l'hôpital. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles me donnent ce patient-là. Elle me donne ce patient-là. Et bien sûr, quand je vais dans la chambre et tout, quand j'apprends ça, je suis stressée. Je commence à me dire, oh, pourquoi elles me l'ont donné? Elles le savent que gna gna gna. Bon, ça m'énerve. Je me dis, oh, c'est bon, je vais rater, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le patient, il allait dire que je lui ai donné des informations erronées par rapport à je ne sais plus quoi. Enfin bref, je me rappelle plus, il y a quand même 5-6 ans là. Et donc, le patient, il refuse que je le prenne en charge. Il dit ça à mon prof. Et parce que j'avais été voir le patient le matin, je lui ai expliqué, voilà, bonjour, aujourd'hui je vais faire votre prise en charge avec mon professeur. Et puis voilà, donc j'ai pris ses paramètres vitaux, essayé de voir comment sa nuit s'est passée, etc., etc. Le patient devant moi, il me dit rien. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand mon professeur arrive, elle va voir le patient pour essayer de voir et expliquer en fait entre guillemets ce que je lui ai expliqué. Donc le patient qui dit, ah non, elle m'a dit qu'elle allait prendre soin de moi, mais en même temps elle m'a donné une information, puis une infirmière est venue m'a donné une autre information. Donc j'ai pas très confiance en elle, je préférais qu'elle ne me prenne pas en charge. À ce moment-là, la prof qui me dit ça, puis elle me dit, écoute, on va essayer de te trouver un autre soin vite fait. Moi, quand elle me dit ça, voilà, je fonds. Et elle me dit, allez, on va trouver un autre soin. Donc, je fais le soin tant bien que mal. Mais bon, elle me dit, voilà, pour moi, ça n'a pas été parce que, voilà, le fait d'avoir fait peur aux patients. Je me dis, putain, franchement, j'avais la haine. Je dis,
Elles le savent. Je lui dis, bon, après, elle me demande comment mon stage se passe. Je lui explique que le stage se passe très mal, que les infirmières, depuis le début, elles me font de la misère, que caca. Alors, elle me dit, oui, elles m'ont parlé de ça, mais elles m'ont dit que c'était toi le problème. Il faut aussi dire un truc, hein. La majorité du temps, ici en Europe, le premier qui se plaint, c'est souvent lui qui a raison. Donc, elles se sont plaintes en premier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elles avaient raison. La prof, voilà, elle ne va pas se mettre ses collègues à dos pour une élève. Vraiment, je veux dire, ces femmes-là, elles travaillaient de temps en temps avec elle. Elles venaient faire de temps en temps des remplacements là-bas. Donc, c'est sûr que... Et j'ai remarqué ça en Europe, on a il y a beaucoup de suivisme ici, c'est une société de suivisme. Quand quelqu'un dit un truc sur l'autre, on ne te donne pas ta chance en fait. Ce qui se passe, c'est que la majorité des gens, par souci de conformité, il y a il y a un gros souci de conformité. Les gens ici veulent se conformer, ils veulent vraiment se conformer à ce que la tête la plus dure va dire, la tête dominante va dire en fait. Donc, bien sûr, comme je ne m'étais pas plainte en premier et comme l'infirmière s'était plainte et que la prof, voilà, elle ne va pas aller contre ses collègues pour moi, elle ne va pas... donc voilà, en gros, même si... Ce qui m'énerve, c'est que tous les profs savaient que à chaque fois que les élèves noirs, ils savent qu'il y a un problème. Et un autre conseil que j'ai même à donner, c'est que ce que j'ai essayé de faire, hein, c'était genre, j'ai essayé de rassembler les gens pour qu'on fasse un comité, qu'on écrive des lettres pour dire que les élèves noirs, ils doivent plus aller dans ces stages-là. Le problème, c'est que voilà, on sait très bien comment nous, on est solidaires entre nous. Donc, bien sûr, ça n'a pas abouti. Et puis voilà, j'ai essayé Pour moi, il faut créer un comité. Je pense qu'il y a des endroits où les élèves, qui ne méritent pas des stagiaires, en fait. Je pense vraiment qu'il y a des endroits où, quand les élèves y vont, il ne faut pas leur envoyer des stagiaires. Il faut vraiment que leur attitude tellement dégueulasse, il faut leur dire, si vous ne savez pas, ne prenez pas les gens pour les torturer, tout simplement. Parce que là, ces femmes, en fait, c'est de la... Moi, j'appelle ça de la torture. Voilà. On va me dire, oui, les noirs, vous vous plaignez. Moi, je suis pas une plaignarde. Je suis pas une plaignarde. Je suis pas une fille qui voit le racisme partout. Il faut aussi dire que... par rapport à mes propos, les gens pourraient se dire, oh, encore une noire qui se victimise. C'est pas grave, vous pouvez le dire, vous pouvez le penser. Mais moi, je sais que ici en Europe, comment dire, je suis pas une femme qui a envie de se voir comme une victime. Pourquoi? Parce que je souffre plus en fait. Quand tu te vois comme une victime, c'est plus toi qui vas souffrir. Parce que le bourreau, il en a rien à foutre en fait. C'est que la vie, on dit, oui, Dieu va le punir. Dieu va pas le punir. Dieu, il va pas punir personne. Chacun a sa destinée et puis basta. Dieu, il ne va punir personne. Donc, il faut arrêter de dire que oui, je vais prier pour que... Ça marche pas. Moi, en tout cas, je suis pas de ce bord-là. Je suis pas de ce bord-là. Je suis du bord juste que occupe-toi de ta vie et fais de ton mieux. Donc, en tout cas... mon stage se solde très 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 mal, échec sur échec. L'équipe me donne un échec et en plus j'apprends en fin d'année que je dois passer l'examen là-bas. Donc je passe mon examen là-bas, bien sûr échec. Bien sûr échec, hein, voilà, je m'en doutais. Donc je me suis dit, c'est bon, mon année elle est terminée, c'est nada, c'est mort. Puis j'étais dégoûtée quoi, voilà, c'était un échec cuisant. Mais j'étais fière de moi parce que j'ai quand même été au bout de ce stage là et je pense que j'ai raté peut-être 2 jours. Il y a peut-être 2 jours où je me suis dit ah, franchement ça va pas et tout, je peux pas y aller parce qu'à chaque fois j'étais à ce stage là, la boule au ventre, la peur au ventre. Quand j'y allais, quand la dame l'infirmière la sorcière, on va l'appeler sorciera, quand sorciera n'était pas là et franchement j'essayais de m'accrocher à d'autres infirmières pour leur montrer, vous savez, l'image qu'on me colle là, ce n'est pas le cas. Je me rappelle, j'ai même travaillé avec une infirmière à qui j'ai demandé une évaluation en fin de journée. Elle me dit, pour moi, tout va bien, t'es pas aussi catastrophique qu'on m'avait dit, mais bon, il me faut un peu plus pour changer d'avis. Après, je me dis, mais... Tu viens de m'évaluer. On a passé toute la journée ensemble à travailler. Évalue-moi. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que Sorciera, elle avait demandé à toutes... Enfin, elle avait ses équipes là. Donc, elle avait ses pions. Et tous ces pions-là, quand elle n'était pas là, c'est eux qui me faisaient chier. Et donc, quand je voyais une nouvelle tête, j'essayais à chaque fois de m'accrocher à cette tête-là pour lui dire, je suis pas si mauvaise que ça. S'il te plaît, regarde-moi vraiment travailler. Ne regarde pas ce que les autres ont dit sur moi. Et cette femme-là, elle a refusé, en fait, par souci de conformité, de m'évaluer. Parce qu'elle n'avait rien vu de mal en moi, mais elle savait que si elle me donnait une bonne évaluation, elle irait contre
Sorciera et ça clique. Bref, en gros, c'était, voilà, on va dire, ouais, machin, victimisation, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais que je suis pas une victime. Mais en tout cas, ça c'est ce stage-là s'est soldé par un échec. Et il faut dire qu'en fait, en fin d'année, tu as 3 pratiques, tu as 3 examens pratiques. Tu as un examen en maison de retraite. Mon examen en maison de retraite, ça s'est bien passé. Tu as un examen en chirurgie et tu as un examen en médecine. Et mon examen en chirurgie, c'était un examen en, comment dire, à l'endroit où j'ai fait mon stage avec Sorciera. Et l'autre examen, c'était en équipe volante. Mais c'est un endroit où je n'ai quasi pas été. Quand je vois ça, j'essaie d'aller voir la direction en leur expliquant, écoutez, voilà, vous m'envoyez dans un endroit où je me suis plaint cette année-ci en disant que voilà, le stage s'est mal passé, donc je sais que je vais rater. Ils me disent oui, mais on va te donner un prof cool et tout, ce prof-là, voilà. Ils m'ont mis en examen avec une prof de psy. Et pendant mon examen, je devais enlever un pansement. Enfin, j'avais 3 patients à m'occuper. Et donc, dans une des patientes, en fait, elle sortait ce jour-là. Donc, j'ai dû refaire un de ces pansements, pansement abdominal. Et donc, au moment où je fais son pansement, je décolle le pansement, ça saigne. Et alors, la prof qui me demande, ça saigne, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je veux juste faire un pansement compressif. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu mets un pansement et tu mets une bande collante par-dessus. Le problème, c'est que le prof qui me dit, non, c'est pas ça. Je lui dis, écoutez, j'ai encore 2 autres patients, j'ai d'autres soins à faire. Les repas vont arriver à midi. Donc, et on m'avait aussi reproché, voilà, avant, c'était de ne pas bien gérer mon temps. Donc, parfois, j'avais 3 patients et j'arrivais pas à prendre en charge toutes mes 3 patients. Donc, moi, je m'étais dit, avec toutes les remarques qu'on m'avait faites, donc j'essayais vraiment d'améliorer. Donc, je lui dis, elle me dit, non. Je dis, qu'est-ce que je suis censée faire alors en examen? Elle me dit, non, tu dois, c'est une mise en danger. Je dis, mise en danger? Elle me dit, oui, oui. Et alors, elle me dit, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre ta main, mettre le pansement, compresser avec ta main. Et une fois que l'hémorragie s'estompe ou s'arrête, à ce moment-là, tu pars. Tu peux pas sortir de la chambre comme ça en laissant un patient saigner. Après, je lui ai dit, oui, mais j'ai d'autres patients à m'occuper. Je peux pas rester une demi-heure là appuyée sur la plaie d'une patiente qui est censée sortir aujourd'hui. J'ai pris ses paramètres vitaux. Ses paramètres vitaux sont bons. Ça veut dire qu'elle ne fait pas vraiment de grosse hémorragie. Si la bande, et je lui ai dit, je reviens, normalement, je reviens d'ici une demi-heure, 20 minutes pour pouvoir observer. Je vais voir les autres patients. Et ensuite, je viendrai observer comment son pansement, si son pansement s'imbibe de sang, à ce moment-là, je peux m'inquiéter. La prof qui me dit non, non, c'est pas ça en fait. Je suis désolée, pour moi, tu mets la personne en danger. Parenthèse, la personne, elle est sortie le même jour. Donc j'avoue, après ce que le prof m'a dit, j'avoue, j'ai perdu mes moyens. Donc j'avais vraiment du mal à me remettre dans l'examen, surtout qu'elle m'avait parlé de mise en danger. Et quand tu mets en danger quelqu'un, ça veut dire que ta note, c'est 15 en fait, 15 sur 100. Donc tu as 15% tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a mis 15% parce qu'elle a estimé que ma capacité de réfléchir était pas la bonne et que j'aurais dû rester là dans la chambre à compresser, alors que pour moi j'évaluais que la situation n'était pas critique et qu'il n'avait pas besoin que je reste là devant la patiente vu que ses paramètres étaient bons et que voilà, j'aurais paniqué si le pansement s'était imbibé. Et il faut dire aussi que le médecin avait évalué la patiente un peu plus tôt et elle était sortante ce jour-là. C'est pour ça que je refaisais son pansement. Et en effet, elle est sortie ce jour-là et il n'y avait pas de quoi paniquer, mais bon, voilà. J'ai quand même eu 15%. Et voilà, à mon deuxième examen, ce qui s'est passé, c'est que mon prof, en fait, tu as droit à des codes d'accès à l'ordinateur. Donc déjà, le service, je ne le connaissais pas. Quand j'avais appelé le service pour leur dire, est-ce que je peux venir un peu plus tôt pour m'imprégner des lieux, pour regarder un peu où se trouve chaque matériel, parce que voilà, quand tu dois aller en examen, tu dois savoir où se trouve le matériel, parce que le matin, tu n'as pas le temps pour voir, voilà, si tu as des pansements à refaire, si, voilà, tout le matériel, c'est toi qui dois le préparer, en fait, sur un chariot. Donc, je voulais aller voir, vu que je n'avais pas vraiment travaillé dans ce service-là, je voulais aller voir comment le service s'organisait. Honnêtement, les infirmières, elles étaient occupées. Aucune n'était disposée à m'expliquer. Elles m'ont juste dit, il y a un endroit là-bas où tu peux aller
tu peux aller regarder où se trouve le matériel, mais l'organisation et tout ça, je voulais, en fait, j'ai demandé est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu l'organisation, comment ça se passe, etc. Quel type de soins il y a ici, voilà, elle voulait pas m'expliquer. Honnêtement, la majorité, elles étaient un peu fermées, elles me disaient, ouais, non, ça ne se fait pas, machin, machin. Bon, voilà. Elles avaient peur, je sais pas ce qu'elles avaient peur, mais en tout cas, elles n'étaient pas très ouvertes à me renseigner réellement. Elles m'ont juste montré la salle où il y a les trucs de soins et elles m'ont dit si tu veux, tu peux regarder. Et puis voilà. Donc quand je suis arrivée le lendemain à l'examen, donc je suis bien sûr arrivée plus tôt. L'examen commence en général, je pense à 7h30, mais j'étais arrivée vers 6h, 6h30. Et de là, je me rends compte que les codes que la prof m'a envoyés ne sont pas les bons. Je demande aux infirmières de me donner leurs codes. Elles me disent qu'elles n'ont pas le droit. Donc, je dois me débrouiller avec les dossiers écrits parce qu'en fait, normalement, tout était informatisé. Mais comme mes codes ne fonctionnaient pas, j'ai été regarder elles m'ont envoyé dans les archives. Je vais dans les archives pour regarder, mais je vais dire recopier. Les archives, c'était compliqué, j'avais du mal. Alors que dans les ordinateurs, tu peux imprimer certaines feuilles le jour de l'examen. Donc, ce qui me fait perdre beaucoup de temps, ce qui me fait paniquer parce que déjà, pour me rendre compte que les codes n'allaient pas, je restais déjà 15-20 minutes là à essayer mon code, à essayer de demander à quelqu'un s'il peut me donner son code. Donc, quand l'infirmière arrive, l'infirmière qui devait me faire passer mon examen. Il faut dire aussi, voilà, une semaine avant, quand j'apprends que c'est avec elle que je vais passer mon examen, je lui envoie un message pour lui dire, je n'ai jamais travaillé avec vous, parce que c'est une personne avec qui je n'avais jamais travaillé, enfin une prof, et je lui dis, qu'est-ce que vous attendez en général des étudiants, sur quel point je dois vraiment faire attention selon vous? Et tous les professeurs, en fait, ça se faisait dans mon école de demander ça au professeur avec lequel tu vas passer ton examen. Et la plupart des professeurs répondaient, voilà, fais attention à ci, moi j'ai envie de voir que tu fasses une bonne collecte. En fait, selon les professeurs, chacun a ses tocs, on va dire ça comme ça. Chaque professeur a ses tocs. Et moi, je voulais savoir c'est quoi tes tocs en fait. Et elle me dit, j'attends de toi. Elle me répond déjà la veille de l'examen. Elle me répond pas longtemps avant. Elle me répond la veille de l'examen avec un message, j'attends de toi que tu travailles comme une élève de 3e année. J'attends de toi que... Ça m'énerve, c'est un froid. Je veux dire, mes camarades de classe, elles ont eu des réponses un peu plus étouffées, quoi. Que j'attends de toi que tu travailles comme une élève de 3e année. Je me dis, ouf, ça pue pour moi, ça pue pour moi. Mais j'avais confiance parce que j'avais une moyenne en général en stage de plus de 80%. Donc, je me disais, bon, ça va aller. Non, de 70%. Je sais plus. En tout cas, j'avais une bonne moyenne en stage. Donc, je me suis dit, même si ça ne va pas, vu mon parcours scolaire, vu ça, je pense pas que j'allais rater. Et mon prof me l'avait dit quand je lui avais dit, écoutez, j'ai peur de rater mon année. Quand je lui ai appris que j'allais dans ce lieu de stage où chaque élève qui allait là-bas ratait son année. Et qu'elle m'avait dit non. Et en plus, de toute manière, on verra ton parcours scolaire, on verra, enfin voilà, on peut pas te juger juste sur un examen de fin d'année. Et donc, du coup, résultat, quand la prof arrive et que je n'ai pas de code, elle me dit, bon, tu as une demi-heure pour faire ta collecte. Désolée, je me suis trompée dans les codes. La même qui m'avait répondu, j'attends de toi que tu travailles comme une élève de 3e année. Elle me dit, bon, je te donne une demi-heure supplémentaire. Donc, elle va se prendre son café pendant que moi, je suis censée maintenant être sur les ordinateurs. Ça m'énervait parce que je me suis dit, moi je suis arrivée à 6h pour avoir 1h30 pour préparer mon examen. Là, tu me veux que je fasse un truc. J'avais déjà fait des collectes, mais c'était pas la même chose. En plus, tu imagines l'état dans lequel j'étais. J'étais en mode stressé. J'étais complètement stressée. Je n'étais pas bien. Donc clairement, je n'étais pas dedans. Vraiment, je n'étais plus dedans. J'étais vraiment dans un sale état. Et donc, voilà, certainement, honnêtement, mon examen, je m'en souviens même plus de comment ça s'est passé. Mais elle m'a dit que ça s'était pas bien passé, que j'avais fait trop d'erreurs, que fianton. Et donc, j'ai dit, ouais, peut-être. J'avais pas fait de grosses erreurs, mais je me suis retrouvée avec une erreur avec une note de 10%. Il faut savoir que ma note avant les examens en stage, globalement, était de près de 80%. Je crois 78, 75%. Et après les examens, ma note, elle est descendue vu que elle m'avait mis des si mauvaises notes, mais vraiment des 10%, des 15%. Une élève qui se tape 80% toute l'année, vous lui mettez 10% aux examens. J'étais choquée. Et donc, j'ai fait un premier recours qui n'a pas été. Donc, le premier recours, en fait, tu arrives toute seule devant une bande de profs. Donc, il y en avait 3 pour justifier, en fait, pourquoi je ne suis pas d'accord. Et ces 3 profs-là,
Et dans ces 3 profs-là, il y avait une sorcière que je pense que c'est elle qui est la commanditaire de mon échec. Et elle me dit, je dis, bon voilà, je ne suis pas d'accord parce que voilà, quand vous me dites que j'ai mis en danger un patient, pour moi, c'était pas le cas. Vu que j'explique ma situation, elle me dit, tu rigoles? Bien sûr que c'est une mise en danger, une patiente qui fait une hémorragie et tu décides. Elles m'ont engueulée, j'ai pleuré. En fait, ce jour-là, d'habitude, je suis pas quelqu'un qui montre mes émotions. Voilà, c'est encore l'éducation à l'africaine, tu montres pas tes émotions, tu ne vas pas trop aller commencer à te plaindre, voilà. Et donc, à un moment donné, là, j'ai commencé à pleurer devant elles. C'est que elles m'ont enchaîné toutes les 3. Elles m'ont enchaîné à dire, mais non, moi je t'aurais mis 5, hein, moi je t'aurais mis 5. Après, je leur dis oui, mais non, je bégayais. Honnêtement, j'étais choquée. Je n'en revenais pas. Même les profs que je pensais qu'elles m'appréciaient bien, elles se rangeaient du côté de leurs collègues. Je fais un recours externe. Et pendant ce recours externe-là, franchement, je suis passée par toutes les phases du deuil. La colère, la négociation, le machin, la dépression. J'étais vraiment en train de... J'étais dans tous mes états. Je ne comprenais pas. J'essayais d'alerter, de dire aux élèves qui avaient aussi raté injustement. Parce qu'il y avait plein d'élèves qui avaient raté injustement. J'essayais de leur rassembler, de leur dire, venez, on va faire des lettres. On va parler, on va dire que ce lieu de stage, il est raciste. On va faire ci, on va faire ça. J'essaie de rassembler des élèves noirs de mon côté. J'essaie de... Mais honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas. Bien sûr, la plupart des élèves, voilà, c'était... surtout les élèves noirs, il n'y a personne qui m'a vraiment soutenue. J'avoue, j'essaie de surtout trouver comment dire, du soutien au niveau des élèves noirs parce que eux, j'avais un groupe d'amis avec qui on parlait qui me disaient oui, dans cette école ils sont racistes, dans cette école les noirs doivent toujours doubler au moins une fois, tu peux pas réussir. Et moi je voulais faire la différence en me disant non, si tous les noirs doublent, moi de base hein, je me disais non, moi je veux pas me mettre les histoires de racisme dans la tête là, moi je veux pas me mettre ces histoires que tous les noirs doivent doubler, je veux pas ça, non. Honnêtement, moi, je te jure, moi, j'ai fait, j'étais la Red Charles, hein, j'étais une Red Charles du racisme, mais je ne voulais pas voir ça au départ. Mais quand je suis tombée dans le service là-bas de chirurgie et que j'ai vu vraiment que, en fait, je me suis dit, cette haine-là, elle vient d'où? Parce que tout le monde me disait, mais quand tu le vis, c'est là que tu le ressens, en fait. Et les patients, voilà, certains patients qui voulaient pas que je prenne soin d'eux, que je les prenne en charge. Ça a été complicado. Et il y avait un autre élève, un Marocain aussi, qui avait subi un petit truc un peu comme ça. Lui aussi, il avait des très bonnes notes. On n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi lui aussi, il a raté, en fait. Donc... et tout le monde me disait, ben, c'est la malédiction des élèves étrangers. Dans cette école-là, tu ne peux pas faire tes études sans doubler. Ils pensent que les étrangers, il faut qu'ils doublent. Je disais, non, c'est pas possible. Et en général, ils faisaient doubler les étrangers en première ou en deuxième année. Donc, c'était rare que moi, je voyais je voyais le trésor. J'étais là, je veux le toucher. Je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher. Et donc, voilà. Donc, résultat, mon année, quand j'ai fait le recours extérieur, bon, j'avoue, j'en ai parlé avec une prof qui m'a dit, franchement, le recours extérieur, il a très peu de chances de fonctionner parce que la majorité des profs là que tu as eu dans le recours interne, c'est les mêmes profs qui vont juger ou ils ont des acquittances, des affinités avec les gens qui vont juger ton dossier. Donc, voilà, tu as très peu de chances de... T'as très peu de chances d'aboutir. Donc, chose dit, chose faite. Pendant le temps d'avoir le résultat, j'ai quand même attendu un mois, voire un mois et demi. J'étais me cacher dans un monastère. C'est comme si, pendant que j'étais au monastère, j'étais en phase d'acceptation. Parce que je parlais avec des prêtres, je priais, je me disais, voilà, je priais. Et après, à un moment donné, je suis venue à dire, tu sais quoi? Dieu, la vie, peu importe qui est là, eh ben, si je rate, je te fais confiance. Je fais confiance à ton plan en moi. Je fais confiance. Peu importe ce qui va se passer, j'accepte. J'ai dit, j'accepte. Peu importe ce qui se passe, j'accepte. Quand je reviens, j'ai le courrier, mon frère on ouvre ensemble. Je craque. Franchement, honnêtement, même si j'étais en phase d'acceptation, j'ai quand même craqué. J'ai pété un câble. J'ai pleuré.
Et ensuite, je pense 2-3 jours après, j'ai dit, bon, je commence à postuler en tant qu'aide-soignante. Je me dis, bon, tant pis, je vais postuler en tant qu'aide-soignante. Donc, je commence, j'appelle, est-ce que vous cherchez des aides-soignants? Les endroits qui m'avaient fait des promesses d'embauche, parce que j'avais 2 ou 3 promesses d'embauche. Il y en avait même un qui me proposait de m'héberger gratuitement le temps que je trouve un logement et de me payer. Donc, je les appelle pour leur dire, ben voilà, ça n'a pas été, mais si vous cherchez une aide-soignante, oui, peut-être, ils m'ont jamais rappelé. Donc voilà, en Belgique, les aides-soignantes, c'est chaud, où tu as des petits contrats, mi-temps, remplacement, machin. Moi, je voulais un temps plein et tout ça. Donc, puis j'ai décidé d'étendre mes recherches en Belgique, ça va pas trop. J'ai décidé d'étendre mes recherches vers le Luxembourg. Luxembourg aussi, et en même temps, je postule en France. Je me dis, bon, Luxembourg-France, allez, je postule sur la frontière française. Et puisque moi, je comptais habiter vers Arlon, vers ces côtés-là, donc je me dis, bon, allez, t'as qu'à postuler un peu partout. Et puis voilà. Donc, au final, le jour même où je postule en France, on m'appelle directement. La France, ils ont besoin d'aides-soignants. Ils ont besoin d'aides-soignants. En France, aides-soignants, c'est... Même en intérim, je veux dire, les gens... En plus, j'ai essayé de convaincre tous mes amis qui étaient dans le paramédical de venir s'installer dans la région parce qu'ici, il y a du boulot. Parce qu'il y a tout le monde qui fuit au Luxembourg. Donc, comme tout le monde se fuit au Luxembourg, les Français... sont en galère, ils sont en galère en fait. Et le problème c'est que beaucoup ici au niveau de la frontière, en tout cas où j'ai travaillé, ils essaient quand même de s'aligner avec les salaires luxembourgeois. Tu avais quand même pas mal de primes, etc. pour te permettre justement de pouvoir de ne pas fuir en fait, de ne pas faire pouvoir retenir en fait les gens. Et j'essaie de faire profiter de ce truc là à tous mes amis. Certains m'ont dit ah Efrim elle croit qu'elle est mieux que nous, et certains bah voilà, ils se sont pas déplacés parce que c'est l'inconnu tout simplement. Et donc en France on me rappelle directement, on me donne le travail dès la semaine prochaine, ils me disent de venir, mais comme je n'avais pas encore de logement sur place, bon j'ai fait un petit coup de bluff, donc au final j'ai quand même su avoir un petit logement sur place, et donc j'ai commencé mon travail et puis voilà. Là, je vais m'adresser principalement aux étudiants noirs principalement, pour vous dire en fait un peu des petits conseils pour survivre dans ces études-là. Donc, la première des choses, c'est n'aie pas peur de parler. Ne te dis pas quand quelqu'un, si dans un lieu de stage, les gens ne sont pas sympathiques avec toi, ou ne sont pas accueillants, ou ne te traitent pas comme tu penses qu'on devrait te traiter, n'aie pas peur de le dire. Ne te dis pas, oui, Dieu va le punir, Dieu voit, Dieu machin. Non, 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 non. Aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Il faut aller parler, parce que je sais qu'on a cette culture de « je subis et Dieu va faire pour moi ». Non. Moi, je pense qu'il faut, de ce côté-là, savoir s'intégrer et être le premier parfois à aller dire quand quelque chose ne va pas. Bien sûr, ne va pas dire directement à quelqu'un « oui, je pense qu'ils sont racistes ». Je pense qu'il faut mettre, voilà... Il faut savoir enrober ça. Je pense que quand tu viens directement en disant les gens sont racistes, on te classe directement dans la catégorie de victime, tu te victimises. Donc fais attention à la manière dont tu vas mettre les choses. Deuxièmement, je pense qu'il est urgent et il est très important pour les élèves noirs dans le paramédical de faire des mini-syndicats. Parce que... je pense qu'on est en général ceux qui subissons le plus de discrimination parce que voilà, beaucoup de patients ne veulent pas se faire soigner par nous et il y a aussi des équipes. Quand tu arrives en tant que stagiaire noir, tu viens déjà avec ton lot de mauvais... comment dire, avait déjà un lot d'a priori négatif. Donc ce lot d'a priori négatif fait que soit tu dois travailler 10 fois plus que les autres pour pouvoir montrer que ces a priori ne sont pas vrais. Et parfois même si tu travailles 10 fois plus que les autres, le jour où tu vas faire juste une erreur, on va te pointer du doigt. Tu es vraiment le cheveu dans la soupe en fait. On ne voit que toi. Donc clairement, si tu fais une connerie, on va se dire... On le savait, il faut qu'on fasse des syndicats, enfin des syndics, oui, des groupements en tout cas, des groupes de parole où tout le monde, les élèves étrangers, pas spécialement même noirs, hein, même étrangers, parce qu'il y a aussi des élèves voilà, qui mettent le foulard, qui peuvent être discriminés. Pouvoir en fait créer des groupes de parole et faire comment dire,
créer une force d'action qui pourrait faire que s'il y a un lieu de stage où vous remarquez par exemple que les étudiants ne sont pas les bienvenus là-bas ou qui traitent mal les étudiants, parce que honnêtement on a une aide gratuite. Il faut dire que on travaille, surtout quand tu es en deuxième, troisième, tu travailles vraiment comme une infirmière lambda parfois, et pour être en plus maltraité là-bas, et en plus tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, tu vois. Tu viens aider et on te traite, on te pourrit la vie. Et moi je trouve que c'est pas juste, quoi. Donc je pense clairement que il faudrait créer des groupes de parole pour pouvoir en fait faciliter la parole dessus, et aussi pour que entre nous, entre les Noirs, on arrive simplement à libérer ce qui se passe dans nos cœurs, et aussi à trouver des stratégies pour pouvoir s'adapter. Moi, je pense que c'est vraiment important, parce qu'on n'a pas parfois tu ne sais même pas à qui parler de cela, tu ne sais pas trop à qui aller, vers qui aller, parce que voilà, la plupart de tes profs ne comprennent pas ce que tu vis, ou alors peuvent facilement te cataloguer de victimisation parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Donc voilà. Un troisième truc, c'est de ne pas se laisser faire. Moi, je pense que, et je ne regretterai jamais, c'est que quand quelqu'un te manque de respect, une fois, deux fois, dis-lui. Dis-lui de manière polie. N'aie pas peur d'aller dire, écoutez, je n'apprécie pas de la manière dont tu me parles. Il ne faut pas tout le temps accepter en pensant que ça va passer. Moi, j'ai accepté à certains moments, je trouve même que j'ai trop accepté. J'ai accepté à certains moments de me laisser marcher dessus parce que je me disais, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais je pense que c'est pas le cas. Je pense que ce qui se passe, c'est que tu perds de la valeur, et tu perds... les gens ne te respectent pas, en fait. Quand quelqu'un commence à voir qu'il a l'ascendant sur toi, l'humain, il est comme ça, il est sadique. Quand il voit qu'il a l'ascendant sur toi, jamais il va se dire, oh c'est bon, je l'ai assez écrasé, maintenant je suis fatigué de l'écraser. Non, il va t'écraser, il va te mettre tapis, il va même te dire que tu n'es pas assez plat, tellement il va encore plus te marcher dessus. Donc je pense que c'est vraiment primordial de ne pas se laisser écraser, de pouvoir réagir, parce que je pense que c'est comme ça que tu obtiens le respect, parce que les gens, quand tu te laisses trop écraser, ils te respectent plus. Et ce manque de respect va faire que le prochain noir qui va venir en stage, on sait que les noirs ne répondent pas, on sait que les noirs acceptent l'inacceptable. Donc ce qui se passe, c'est que ils continuent en fait ce cycle de torture psychologique que les élèves noirs subissent en stage continue, parce que aucun avant n'a su parler. Si on a la réputation des élèves qui ne se laissent pas faire et qui arrivent à parler, et si on a aussi ce petit syndicat derrière nous qui peut également faire des lettres, écrire des courriers, faire des revendications, ça peut permettre de changer les choses. Et ça vaut pour tous les étudiants en général. Aide des groupes de personnes avec lesquelles tu t'entraînes en pratique, parce qu'il faut dire que la majorité des choses qui nous mettent voilà, qui font qu'on n'a pas confiance en nous, c'est quand notre pratique, on a l'impression qu'elle n'est pas bonne. Donc, je pense qu'il ne faut pas déjà avoir peur en classe de t'entraîner, parce que même si les gens se moquent de toi, c'est le seul moyen pour pouvoir te corriger. Et ensuite, crée-toi un groupe de personnes avec lequel tu pourras t'entraîner. C'est-à-dire, parfois, il y aura des gens qui auront des facilités. Par exemple, la mise en place de cathéters. Comme on dit, tu vas mettre 10 infirmières différentes pour faire le même geste. La majorité des infirmières, chacun aura sa technique. Donc, si tu aussi les amis avec qui tu peux t'entraîner, tu peux entre guillemets copier leurs facilités, pouvoir adapter à ta manière. Donc c'est important pour moi d'avoir un groupe de pratique, et ça m'a beaucoup aidé. C'est tout pour cette première partie. Merci de l'avoir suivi. Dans la prochaine partie, je vais vous parler en fait de mon parcours au niveau du monde du travail, et ensuite je vais vous parler de mon parcours dans l'entrepreneuriat.